Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci de nous rejoindre sur la fréquence utile et agréable. Le proverbe du jour pour démarrer cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. Les parents sont les modèles ultimes pour les enfants. Chaque mot, chaque mouvement et chaque action ont un effet. Aucune autre personne ou force extérieure n'a plus grande influence sur un enfant que les parents. Les parents sont les modèles ultimes pour les enfants. Chaque mot, chaque mouvement et chaque action ont un effet. Aucune autre personne ou force extérieure n'a plus une plus grande influence sur un enfant que les parents. Bienvenue très chers auditeurs sur la fréquence utile et agréable. Merci de nous accorder une nouvelle fois votre attention sur Fina Family. Absorbés par le volume du travail, tiraillés par les difficultés de la vie, les parents sont presque désormais absents des domiciles. La partie de bonheur, de retour quand certains enfants dorment déjà, invités à assister aux événements heureux ou malheureux et appelés à faire du sport pendant les week-ends. Certains parents, pas tous, fort heureusement, ne voient pas leurs enfants grandir, ne contribuent pas aux différentes étapes de leur croissance, n'échangent pas avec les enfants, organisent très peu d'activités ludiques en famille, ne participent pas aux repas en famille. La liste est loin d'être exhaustive si on ne dit pas simplement que pour certains même, à l'occasion des cérémonies scolaires des enfants, ils sont très souvent absents au motif qu'ils sont au boulot. Résultat des courses, les parents financent, mais ce sont les nounous, répétiteurs ou enseignants qui éduquent. Le prétexte trouvé est l'absence de temps, la nécessité de multiplier des boulots pour joindre les deux bouts, la lourde charge pour les parents solos. Dame Micheline Samet, notre personne ressource de Fina Family de ce jour, est coach parental et psychologue. Et elle en parlera avec nous. On abordera le thème l'éducation des enfants abandonnés aux répétiteurs et au personnel de maison. On essaiera de voir les causes de cette situation, les conséquences et bien entendu comment est-ce que les parents qui aujourd'hui arguent n'avoir pas suffisamment de temps pour éduquer leurs enfants peuvent s'organiser afin d'être présents, afin de jouer le rôle qui est le leur. Soyez la bienvenue sur Fina Family. Dame Micheline Samet, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de ABK Radio. Merci, plaisir partagé. Bonsoir Sidonie. Bonsoir à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Je rappelle à toutes fins utiles, parce que c'est pas la première fois qu'on vous reçoit dans le cadre de cette émission et même dans d'autres programmes de ABK Radio, que vous êtes auteur de l'ouvrage Adolescent incontrôlable, la puissance de la méthode Spread. De quoi est-il question? C'est un livre qui accompagne les parents qui sont dépassés lorsqu'ils voient leurs enfants s'enfoncer dans les contre-valeurs malgré tout ce qu'ils ont essayé, la bastonnade, les menaces, les séances de délivrance à l'église. Quand tout ça ne marche pas, il existe une méthode qui est en réalité une recette qui est le mélange de ce que moi-même j'ai vécu avec mes adolescents et de tous ces parents que j'accompagne depuis 2018. C'est le mélange de tout ça qui a créé cette sauce que humblement je mets à la disposition des parents d'ados.
On comprend à travers un document comme celui-ci, un ouvrage comme celui-ci, que pour être désormais parent, il faut se mettre à l'école. Bien sûr, non seulement il faut se mettre à l'école de soi-même, mais il faut se mettre aussi à l'école des enfants, des adolescents. Oui. Il faut comprendre leur psychologie, il faut comprendre pourquoi ils se comportent comme ci ou comme ça. Le nom de la recette, en fait, c'est la méthode Spread. Oui. La méthode Spread, c'est S pour la suggestion. Il faut savoir suggérer, parler aux enfants. Oui. P, il faut savoir à quel moment leur mettre la pression et savoir doser la pression. R, c'est la répression. La répression, c'est la punition. Oui. Il faut savoir discipliner, il faut savoir passer à l'action, pas seulement menacer. E, c'est l'exécution, veiller à ce que l'enfant fasse ce qu'on lui a demandé de faire. Et D, c'est la dépression, c'est le lâcher prise, c'est d'accepter que l'enfant aussi a une personnalité, lui permettre de se socialiser à sa manière. Oui. Donc, ce sont des condiments savamment mis ensemble qui donnent cette recette. Oui. Comprends qu'il est important pour chacun des parents de se procurer ce livre. C'est ce livre intitulé « Adolescents incontrôlables ». On reviendra là-dessus parce que vous comptez très prochainement organiser la cérémonie de dédicace de cet ouvrage. Je rappelle également à tous les auditeurs que la mise en onde de ce programme est assurée par notre stagiaire Gabriel Ngameni. Sidonie Fikak, je suis derrière ce micro de présentation. Nous nous retrouvons juste derrière ce titre de Coco Ateba. Je suis bien ici pour la suite de notre programme Fina Family. Je suis bien ici, plus besoin de raconter ma vie. Je suis bien à l'abri, tout près de ta vie. Je ne cherche plus le soleil qui se lève ou qui s'en va. Trop loin pour moi. Il n'y a plus personne qui s'inquiète pour ça. L'amour où tu prends, où tu donnes, c'est déjà bien comme ça. Il n'y a plus personne qui s'inquiète pour ça. Mais toi, si trop tu donnes, c'est ta vie qui fait mal. Garde tes rêves d'amour fou qui viendra pour plus tard. Garde ta vie, ne te brise pas. Cherche la voie et surtout ne te décourage pas. Ouvre ta vie et garde la joie. Mais il n'y a plus personne qui s'inquiète pour ça. L'amour où tu prends, où tu donnes, c'est déjà bien comme ça. Il n'y a plus personne qui s'inquiète pour ça. Mais toi, c'est trop tu donnes, c'est ta vie qui s'en va. En exil au creux de ton lit, je suis bien à l'abri, tout près de ta vie. Je ne cherche plus le soleil qui se lève ou qui s'en va. Trop loin pour moi. Et il n'y a plus personne qui s'inquiète pour ça. L'amour tu prends ou tu donnes,
sur Abeka Radio, nous savons joindre l'utile à l'agréable. Et nous sommes toujours aussi heureux de vous retrouver, très chers auditeurs, sur ces antennes de la fréquence 89.9 FM. Nous retrouvons avec beaucoup de plaisir et bonheur notre invitée de ce jour, Dame Micheline Samé, qui est coach parental, qui est également psychologue. C'est vrai qu'elle a une spécialité, hein? Elle est spécialiste, experte même en gestion des ados. Elle vous a parlé de cet ouvrage qu'elle a déjà commis. Et on s'intéresse à un sujet de la plus haute importance, l'éducation des enfants abandonnés aux répétiteurs et au personnel de maison. Pour déjà comprendre avec vous, Dame Micheline Samé, à qui incombe l'éducation des enfants? Bien sûr, ça va de soi, vous avez compris. L'éducation des enfants incombe aux parents de l'enfant, je dirais aux parents naturels de l'enfant. Ça, c'est la base. Maintenant, l'éducation étant inclusive, l'éducation de l'enfant incombe aussi à la société. La société, c'est vous, c'est moi, c'est le voisin, c'est celui qui passe en route, c'est l'instituteur, c'est l'État. C'est ce tout qui participe à bâtir l'être humain qui est au début la propriété, si on va dire comme ça, des parents. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il prend sa place qu'il appartient à la société tout entière. Dans les familles où nous avons le père et la mère, quel rôle doit jouer le père dans l'éducation de l'enfant? Le père représente l'autorité, je vais dire l'autorité suprême, si on va dire comme ça, parce que la mère est aussi une autorité, mais le père représente l'autorité, la dernière autorité, celle vers qui on se réfère, celle qui donne la dernière décision, mais aussi celle qui impulse la ligne directrice de la maison. Il y a par exemple certaines maisons où on est orienté éducation, où le père pense que les études, c'est le plus important. Vous allez voir qu'il va mettre beaucoup d'argent dans les études. Oui. Il y a d'autres familles où on pense que, quel que soit ce qu'on fait, la finalité, c'est de rendre un service à la société et de gagner de l'argent. Oui. Vous allez voir comment, là, on va insister sur les apprentissages, sur le côté pratique des choses, pour que l'enfant puisse facilement être autonome et gagner de l'argent. Il y a d'autres familles où on pense que c'est Dieu qui est le début et la fin de tout. Alors on va s'investir, on ne manque jamais l'église, ainsi de suite. Donc c'est le père qui va impulser la lutte générale de la maison. Évidemment, lorsqu'il va se marier, il va vendre cette vision à la personne qui va épouser, parce que c'est elle qui va accompagner les enfants à mettre ça en pratique. Donc en réalité, c'est un peu comme une entreprise. Il y a le chef d'entreprise qui a la vision générale et il recrute les collaborateurs qui vont l'accompagner dans cette vision et les personnes qui vont mettre ça en œuvre. Et parmi les collaborateurs qu'il recrute, il y a bien entendu la maman. Quel rôle elle joue? La maman a pour rôle de mettre en pratique les lignes générales qui ont été déterminées par le père. Évidemment, ça veut dire qu'elle-même, elle est d'accord avec ça. Et puis, elle va accompagner les enfants à mettre ça en pratique. Par exemple, lorsque l'enfant n'arrive pas à se lever tôt, par exemple, c'est la mère qui va aller réveiller l'enfant et c'est la mère qui va veiller à ce que la veille, qu'il aille se coucher tôt, qu'il se décolle un peu de ses écrans parce qu'il faut qu'il dorme suffisamment pour pouvoir se lever tôt. C'est la mère qui va veiller à ce que les devoirs soient faits. Est-ce que l'enfant a compris? Est-ce qu'il y a même eu le devoir? C'est la mère qui va veiller à ce qu'il y ait même des choses qui soient écrites dans le cahier. Il y a des enfants qui arrivent à l'école, qui rêvent parce qu'ils ont regardé les dessins animés et tout ça. Et puis pendant que le maître ou l'enseignant parle, ils n'écrivent même pas. C'est la mère qui va regarder le cahier pour s'assurer que est-ce que l'enfant a écrit? Est-ce que ce qu'il a écrit, il y a une certaine logique? Est-ce qu'il n'a pas écrit? Il s'est perdu d'abord dans ses pensées pendant que les autres avançaient et puis il s'est réveillé pour venir écrire après. Est-ce qu'il y a une logique, une traçabilité? Donc en résumé, le rôle de la mère, c'est de veiller à ce que les instructions du père soient implémentées. Dans les familles monoparentales, comment le parent seul doit-il s'y prendre? Ce n'est pas très différent, sauf que le père et la mère, c'est la même personne. Ce n'est pas très différent. Ça veut dire que même si le père est seul à élever son enfant, généralement c'est la mère qui est seule à éduquer son enfant, elle doit avoir une vision générale de ce qu'elle imagine pour son enfant. Elle doit avoir une vision générale de ce qu'elle imagine pour elle-même. Généralement, ça se fait pendant la grossesse parce que les familles monoparentales, quelquefois, c'est le malheur qui est arrivé par le décès du parent. Mais la plupart des cas, c'est une relation qui a commencé et qui est morte dans l'œuf. Donc la maman a le temps de rester seule et de méditer, même avec sa grossesse, à ce que sa vie va être, comment elle aimerait que son enfant soit, comment est-ce qu'elle va s'organiser. Elle a assez de temps pour méditer là-dessus. Et lorsque l'enfant est né, c'est à elle de commencer à les guider tout doucement dans le sens
de l'orientation générale qu'elle-même a définie pour elle et pour son enfant. Donc, Oui. vous allez voir certaines mères célibataires, par exemple, qui impriment certaines habitudes très tôt. L'enfant, par exemple, ne va pas se coucher sans avoir mis la propreté à la maison. Oui. Lorsqu'il se lève le matin, il faut que le lit soit dressé. Des petites choses qui font que l'enfant grandit avec ses automatismes. Et en réalité, sans que l'enfant ne sache, il est juste en train de suivre un canal que sa maman avait déjà déterminé. Oui. Les réalités conjoncturelles obligent aujourd'hui les parents à confier leurs enfants aux répétiteurs ou tout autre personnel de maison au point où ces derniers deviennent leurs éducateurs. Est-ce qu'on doit condamner cette attitude? Oui et non. Oui. Oui et non, oui, parce qu'on l'a dit depuis le début, c'était la responsabilité des parents. Oui. Ce n'est pas la responsabilité du répétiteur, de la tante, du grand-parent, Oui. du voisin. C'est la responsabilité du parent. Donc, c'est aux parents de s'organiser pour en même temps aller au travail et en même temps veiller à ce que son enfant soit bien éduqué. Maintenant, non, parce que n'ayant pas le don d'ubiquité, c'est-à-dire que la possibilité d'être à deux endroits au même moment, n'ayant pas toutes les compétences qu'il faut à l'école, il y a certains parents qui sont très vite entrés dans la vie professionnelle, ayant fait une formation pratique, Oui. alors que son enfant, lui, il est en train de suivre un cycle académique. Ça fait qu'il y a certaines choses qu'il ne comprend pas. Oui. Allons dans les mathématiques, les équations, ainsi de suite. Il y a certains parents qui ne comprennent pas ça. Et de ce point de vue, c'est tout à fait normal qu'ils demandent de l'aide, qui cherche quelqu'un qui lui comprend mieux ça pour permettre à son enfant d'aller le plus loin possible en comprenant. Et c'est quand même un service qui est rendu, c'est tout à fait normal qu'en compensation, qu'ils payent de l'argent. Oui. Donc, les répétiteurs ont tout à fait leur place pour compléter le vide que le parent ne réussit pas à combler par ses compétences. Le problème va être dans le fait qu'on lui donne trop, aux répétiteurs, on lui donne trop de responsabilités. Oui. On donne aux répétiteurs les responsabilités qui dépassent juste enseigner les mathématiques à l'enfant. C'est le répétiteur maintenant qui devient le confident de l'enfant. Oui. C'est le répétiteur qui remarque que votre fille, si c'est comme si elle n'est pas bien, madame, il faut parler un peu avec votre fille. Là. C'est Oui. comme si elle n'est pas à l'aise. Pendant qu'on fait les répétitions, elle rêve beaucoup, elle est distraite, elle n'est pas concentrée. Regardez un peu ce qui ne va pas. C'est un tort. C'est un tort. C'est aux parents de regarder l'enfant, regarder entre guillemets, ça Oui. veut dire observer, veiller au bien-être de l'enfant. Et le rôle du répétiteur, c'est d'enseigner ses mathématiques, entre guillemets. Oui. Ouais. D'enseigner C'est de la juste matière ses pour mathématiques. laquelle il a été Et c'est recruté, tout. oui. Et c'est Oui. vraiment tout. Donc, c'est pas à lui d'aller au-delà, de jouer peut-être les nounous. Le parent qui sait que le répétiteur en a peut-être pour 2 heures de répétition, peut-être d'habitude. Il sait qu'il pourra rentrer avant que le répétiteur puisse quitter la maison, mais après, il appelle en lui disant « Bon, je suis coincé dans les embouteillages, je pense pas que je pourrais être là tôt. Est-ce que tu peux rester encore quelques minutes, prendre soin des enfants, le temps pour moi d'arriver ?» Lorsqu'on va au-delà, ça commence à être problématique. Bien sûr, c'est un tort parce qu'on transforme le répétiteur en nounou. Ce qui va se passer, c'est que le parent n'étant pas là et l'enfant ayant un besoin naturel d'affection, commence à se rapprocher, commence à s'attacher au répétiteur en dehors des mathématiques, parce que ce soit un jeune garçon, une jeune fille, elle va commencer à lui expliquer ses problèmes de cœur, Oui. comment ça se passe à l'école, avec maman, avec papa. Et du fait qu'il y ait enfin quelqu'un qui l'écoute, elle va se rapprocher encore plus. Et l'instinct sexuel étant un instinct, des dérives peuvent très vite arriver. Oui. Je connais une dame que j'ai consultée qui n'accepte absolument pas de répétiteur chez elle. Oui. Elle préfère que les enfants perdent l'année scolaire. Mais ce qu'elle ne dit pas aux gens, c'est qu'elle, dans son enfance, a été violée par le répétiteur. Oh là là. Et elle n'a jamais dit ça à ses parents parce qu'elle ne savait pas par où commencer. Oui. Est-ce qu'on va l'accuser? Comment ça va se passer? Et le répétiteur même qui l'a menacé. Donc le répétiteur qui l'a violée, la séance d'après, le même répétiteur était là, il continuait les cours. Et elle, avec le traumatisme physique et psychologique, devait s'asseoir là et continuer à suivre le cours. Et c'est un traumatisme. Oui. Donc, les parents doivent Elle n'en a éviter jamais parlé à personne à ses jusqu'à ce parents, jour. à ses Oui. parents. Bon, à d'autres personnes, je ne sais pas, mais à ses parents, jamais. Oui. Et aujourd'hui, c'est une femme mariée et c'est catégorique. Aucun répétiteur n'entre chez elle. Oui. La raison qu'elle a donnée, c'est que vous n'avez pas un demi-cerveau, débrouillez-vous à comprendre. Quand Oui. on explique à l'école, vous pensez que c'est quoi? Si vous ne comprenez pas, demandez à l'enseignant de préciser. Oui. Il est payé pour ça. Mais l'autre raison qu'elle ne donne pas, c'est parce que dans son enfance, il y avait eu un répétiteur qui l'avait violée. elle. Oui. Oui. Donc, c'est des traumatismes dont elle essaye de protéger ses enfants en essayant de faire par eux-mêmes. Donc, c'était juste pour dire qu'il faut que les parents veillent à ne pas
franchi un certain cadre, il faut que le répétiteur accorder reste trop répétiteur. d'espace au répétiteur, par exemple. Voilà. Parce que si on le fait, il peut donner un coup de main, il peut accepter de rentrer 30 minutes après le temps qu'on arrive. Oui, on est des humains, ça peut arriver. Mais lorsque ça se répète, il aura l'impression qu'on lui a abandonné l'enfant et il peut se permettre, s'il n'est pas de bonne moralité, il peut se permettre de faire n'importe quoi sur l'enfant. Et même s'il est de bonne moralité, petit à petit, il se retrouve en train d'enlever l'affection que l'enfant devait donner à ses parents pour le donner à lui qui n'est entre guillemets qu'un employé. Oui, et un jour, il va partir et quelqu'un d'autre va revenir. Oui. Quel risque y a-t-il à abandonner l'éducation de ces enfants entre les mains des nounous? On a parlé des répétiteurs avec les risques que cela peut engendrer. À présent, les nounous. C'est pareil. L'enfant a besoin de l'affection de ses parents pour s'épanouir, pour s'établir, je devrais dire. Donc, lorsque le parent n'est pas là, toute autre personne à qui l'enfant donne son affection, c'est une situation de crise, c'est une situation de fête, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et il n'en tire pas le même bénéfice que s'il avait parlé, par exemple, à ses parents. Lorsque l'enfant parle à la nounou, il sait très bien que ce n'est pas maman. Oui. Il sait très bien. Et la nounou elle-même n'a pas le même attachement instinctif qu'une femme qui a accouché son enfant. Donc l'enfant sait très bien que quand maman est là, il peut aller jouer avec maman, il peut sauter sur ses genoux, il peut jouer avec ses cheveux. Mais s'il essaye de faire ça sur la nounou, mais elle va le repousser brutalement. Oui. Donc l'enfant vit un traumatisme. À un certain moment, il peut se retrouver en train de parler à la nounou, mais il ne peut pas, soit ne peut pas tout dire à la nounou, soit ne peut pas y aller spontanément. Encore qu'il y a certains risques de déviance aussi qui viennent des nounous. Aujourd'hui, des mamans qui mettent, les parents qui mettent les caméras dans les maisons, ça enregistre des scandales qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, pour dire que, c'est pas pour dire que les nounous sont toutes de mauvaise foi, mais c'est pour dire que lorsqu'on les enlève de leur rôle, il y a des risques de déviance par rapport aux enfants. Encore que, généralement, la plupart des nounous, elles ne le font pas par vocation. Il faut qu'on se dise la vérité aussi. C'est parce que la vie ne leur a pas souri. Elles ont aussi eu leur traumatisme de vie. Et puis, il faut bien commencer par quelque part. Ce n'est pas spécialement un métier qu'elles ont aimé. Et puis, c'est des êtres humains. Elles ne sont pas toujours contentes d'être là à vous servir pendant que on vous voit sortir, monter, aller en voiture, aller à l'étranger, ainsi de suite. C'est aussi un être humain qui aurait aussi voulu avoir ses avantages. Avoir votre vie. C'est tout à fait normal. Oui. Et on parle justement de ces nounous. Vous avez parlé du cas des nounous qui peuvent, qui n'ont pas forcément l'autorité, sur certains enfants qui ne peuvent pas apporter à ces enfants l'amour et ces enfants qui en retour ne peuvent pas leur donner cet amour comme s'ils le donnaient à leurs parents. Il faut aussi dire que certains même enfants traitent de façon méprisante les nounous dans les maisons et donc elles sont considérées comme des moins que rien et cela peut faire en sorte que ces enfants deviennent délinquants parce qu'elle n'aura pas l'autorité sur ceux-ci. Oui, c'est effectivement un problème réel parce que généralement, surtout chez nous en Afrique, on ne définit pas vraiment le rôle de la nounou. Oui. Est-ce qu'elle est là pour gérer les enfants, pour s'occuper des enfants? Est-ce qu'elle est là juste pour mettre la propriété à la maison? Est-ce qu'elle est là pour faire les deux, un peu comme la gouvernante? Oui. Donc, généralement, on ne définit pas le rôle de la nounou. Est-ce qu'elle a les skills pour le faire? Voilà, oui. Quelquefois, on ne vérifie pas ça. Quelquefois, on ne vérifie même pas son état de santé parce que ça peut influencer les enfants, les petits-enfants qu'elle va garder. Quelquefois, on ne vérifie pas tout ça. Et après, ça se retourne contre la famille. Donc, ce serait mieux, quand c'est possible, de vérifier quelles sont les raisons pour lesquelles on va faire entrer cette personne à la maison. Parce qu'au-delà des enfants, elle a accès à la chambre des enfants, elle a accès à la cuisine. Bon, peut-être la chambre des parents est fermée à clé. Mais le reste de la maison, elle a accès à ça. Est-ce qu'on connaît un peu sur sa moralité? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à sa moralité? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à son état de santé? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à son niveau d'éducation même? Je connais un cas malheureux d'une nounou qui est arrivée. Bon, elle venait de l'arrière-pays, sans stigmatiser ceux qui viennent de l'arrière-pays. Et la dame de la maison lui a dit que pour laver l'enfant, il faut mettre l'eau chaude et l'eau froide. Oui. Est-ce que la dame lui a dit? Elle est partie. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans la bassine, elle a pris l'eau chaude, elle a versé sur la tête de l'enfant, elle a ébouillanté. Oui. Et pendant que l'enfant criait, elle a pris l'eau froide et elle a versé. Oui. Quand les voisins sont arrivés, on a appelé la dame. Elle dit que mais madame a dit que pour laver l'enfant, il faut mettre l'eau chaude et l'eau froide. Oui. Et elle a mis l'eau chaude et l'eau froide. Oui. Sauf qu'on ne lui a pas donné toutes les explications et puis c'est allé dans un autre sens. Donc pour dire qu'il faut quand même que les parents soient un peu vigilants.
au-delà de l'argent qu'on paye, au-delà du temps, entre guillemets, que vous achetez pour aller faire autre chose, pensez quand même à la sécurité de votre enfant. Qu'est-ce que cette dame va apprendre à vos enfants? Il y a des enfants, par exemple, qui ont appris à insulter depuis le jour où la nounou est entrée dans la maison. Fait, oui. Des choses qu'elle ne faisait pas avant. Il y a des enfants qui sont devenus plus violents. Ils lèvent la main facilement, ils tapent les autres. Et ça, c'est depuis que la nounou est entrée dans la maison. Oui. Donc, les parents devraient quand même veiller. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des centres, des entreprises où on forme les nounous. Ça veut dire qu'on leur donne un minimum de skills qu'il faudra utiliser dans les maisons. Ça fait que lorsque vous prenez la nounou dans l'un de ces endroits, déjà, il y a des gens qui se portent caution pour eux, mais vous êtes un peu rassuré quand même sur la façon dont elle va gérer la maison, dont elle va gérer les enfants. C'est vraiment très important. Les nounous qui représentent, ça peut être les nounous, ça peut être le chauffeur, ça peut être le jardinier, ça peut également être le gardien. C'est pourquoi on parle des personnels de maison qui représentent des parents. Aux réunions des parents d'élèves, par exemple, est-ce que cela ne peut pas affecter la qualité de l'éducation des enfants? Est-ce qu'ils sont à même de rapporter, de restituer aux parents ce qui a été dit lors d'une rencontre avec les encadreurs de l'école de l'enfant? Parfois, il faut prendre des décisions importantes et les responsables ont envie de prendre ces décisions avec les parents. Et le fait de se faire représenter justement par ce personnel de maison, ça peut avoir des conséquences négatives sur la qualité de l'éducation des enfants. Exactement, parce que là, le parent, enfin, celui qui représente le parent n'est pas émotionnellement impliqué dans ce qui se passe. Il est juste un exécutant, il va prendre les notes, enregistrer, je ne sais pas quoi, et puis aller rendre compte. Ça fait que lorsqu'il faut prendre des décisions, lorsqu'il faut donner un point de vue, il ne peut pas vraiment donner un point de vue éclairé. Maintenant, ça arrive aussi dans les entreprises. Oui. Ceux qui ont travaillé en entreprise, ils savent que quelquefois, on n'obtient pas la permission du patron parce que c'est l'heure du travail. Oui. Donc, vous ne pouvez pas dire au patron, patron, donnez-moi 2 heures parce qu'il y a la réunion des parents d'élèves. Mais ces 2 heures, vous êtes censé être au travail parce que ces heures vous sont payées. Donc, quelquefois, ce n'est pas évident. On est obligé de prendre du plan B en envoyant la nounou, le gardien et autres. Mais il y a quand même des moyens de contourner. Aujourd'hui, on peut avoir des enregistrements, par exemple. La plupart des écoles, aujourd'hui, ont des boucles WhatsApp, des groupes WhatsApp, où les parents d'élèves sont tous dans le groupe et puis on passe des informations importantes. Donc, maintenant, on peut contourner en faisant prendre l'enregistrement de la réunion et en balançant ça sur le groupe WhatsApp. Ça fait que les parents qui n'ont pas pu être là peuvent quand même suivre. Parce que lorsqu'on envoie la ménagère, elle va passer 2 heures là-bas, mais c'est 2 heures où elle devait faire peut-être la lessive ou le ménage. Donc, il y a aussi un creux de 2 heures qui sont restés dans son programme. Et puis, tout le monde, tous les nounous n'ont pas, je vais dire, la hauteur de comprendre même ce qu'on dit, de pouvoir faire le point pour venir vous rendre, faire un vrai compte rendu. Du coup, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert vraiment pas à grand-chose. Autant que faire se peut, il vaut mieux utiliser aujourd'hui les moyens de la technologie qui est à notre disposition aujourd'hui. J'ai dit, par exemple, on peut faire enregistrer la réunion, ou alors on peut voir le responsable après pour sortir les points focaux, et puis par rapport à ça, on va prendre des dispositions. Donc, l'idée, c'est de ne pas utiliser le personnel de maison pour le travail pour lequel ils ne sont pas payés, pour lequel ils ne sont même pas engagés et pour lequel on attend un rendement qu'ils ne sont même pas capables de donner, justement parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate. Peut-être aussi, il est important de s'adresser aux employeurs, aux chefs d'entreprise, pour qu'ils essayent de permettre à leurs collaborateurs d'être aux côtés de leurs enfants lorsque le devoir les appelle. Parce que ils se battent pour ces enfants. Ça n'arrive pas tout le temps qu'ils soient convoqués à l'école. Est-ce que les employeurs également ne peuvent pas être sensibilisés sur des permissions qu'ils peuvent accorder aux parents afin qu'ils suivent leurs enfants? Bon, ceux qui sont à la maison n'ont pas vu que je riais. Quand tu as posé la question, ils n'ont pas vu que je riais parce qu'en réalité, je suis chef d'entreprise et j'ai aussi des collaborateurs. Et ce problème se pose vraiment. Donc, d'un côté, on est écartelé entre 2 décisions. Parce que d'un côté, les 2 heures, je schématise 2 heures, les 2 heures que vous allez passer à l'école,
Est-ce qu'on doit vous payer ça ou on ne doit pas vous payer? Parce Il y a qu'en aussi réalité, des vous heures n'avez pas de travail. supplémentaires que les employés font très souvent sans réclamer grand-chose. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis dans la norme des choses d'abord. Est-ce Oui. que ces 2 heures-là, vous êtes d'accord qu'on vous paye 2 heures que vous n'avez pas travaillé? Bon. Maintenant que vous n'avez pas travaillé, est-ce qu'il faut qu'on vous enlève ces 2 heures? Donc, en réalité, ça interpelle la responsabilité citoyenne, la responsabilité sociétale des entreprises, parce qu'il y a toujours un côté social. Si l'employé n'est pas à l'aise dans sa maison, il ne va pas vous donner un bon rendement, même si vous le payez. Oui. Il va faire un travail formaliste. Donc oui, de ce point de vue, on peut faire une exception. Ce que moi je fais dans mon entreprise et que j'ai vu d'autres personnes faire, c'est que l'employé qui sera absent pour une raison ou une autre, à moins que ce soit vraiment un imprévu, il sait qu'il y a une réunion de parents d'élèves mercredi, la semaine prochaine, entre 10h et 12h. Il sait ça aujourd'hui. Oui. Donc, il peut prendre des dispositions avec ses collègues, soit pour faire le travail de quelqu'un d'autre, pour qu'à 7h, quelqu'un d'autre soit aussi là à son poste, soit avancer sur le travail qu'on allait lui demander à faire à cette tranche horaire, pour que lorsqu'il parte, que l'entreprise ne souffre pas de son absence, parce que ce travail avait déjà été fait. Soit il s'entend avec quelqu'un qui n'a pas trop de travail pour gérer même les 2 postes à la fois, et lorsqu'il finit, il revient rapidement. Oui, nous sommes des êtres humains, dans tous les cas, on va se mettre à sa place et comprendre, mais l'employé doit aussi comprendre que c'est ce travail qui produit l'argent avec lequel on le paye. Donc, on ne va pas regarder d'un seul côté, mais lorsqu'on veut faire les choses, on finit toujours par trouver quand même un compromis. Oui, le juste milieu. Ouais. On parle également de ces parents qui se retrouvent souvent à confier leurs enfants aux nounous ou au chauffeur ou toute autre personne, confier ses enfants pour l'hôpital, parce qu'il arrive parfois d'avoir un enfant malade sous la main, mais vous avez des exigences au travail, il faut bien avancer avec le travail qu'on vous a donné de faire, et puis vous avez un enfant qui est à l'hôpital et la nounou ne peut pas prendre un type de décision dans l'urgence. Certains également ont la possibilité de faire autrement, mais préfèrent que ce soit ce personnel de maison qui supporte ces charges parce qu'ils se disent que on les paye déjà et puis c'est à eux de faire ce type de boulot. C'est un tort. En réalité, c'est un tort parce que non seulement il s'agit de l'enfant, mais une fois de plus, l'employé de maison n'est pas spécialement outillé pour ça. L'enfant peut avoir, par exemple, des antécédents médicaux que l'employé de maison ne connaît pas. Je me souviens encore du cas de cet enfant qui a eu un problème. On l'a amené à l'hôpital. Et juste quand on s'apprêtait à lui mettre la perfusion, sa maman est arrivée parce que c'est des gens qui étaient là où il a fait la crise, qui l'ont amené à l'hôpital. Oui. Sa maman est venue juste à temps pour stopper la perfusion parce qu'il ne prend pas les glucosés à cause d'un état de santé déficient. Il fallait bien que sa maman soit là pour le dire. Si elle n'était pas là, les infirmiers auraient fait leur travail normal, comme ils font pour tout le monde, alors que lui, il avait des restrictions et puis personne ne sait ça. Donc, c'est un très grand risque. C'est vrai qu'ici, notre service social ne travaille pas au mieux qu'il pouvait faire, mais on a quand même des plans B. On est en Afrique. Il nous reste toujours une tante, une soeur, une cousine, quelqu'un pour aller à l'hôpital, le temps de lever l'urgence, qu'on finisse à l'hôpital, au travail, qu'on finisse au travail et puis qu'on aille rapidement à l'hôpital. Et même pendant qu'on est au travail, on peut appeler. On peut donner le téléphone au médecin, à l'infirmière. On peut mettre l'appel vidéo pour que vous voyez vous-même l'état même de l'enfant. Dit non, quand il fait souvent ça. Quand il fait souvent ça, tournez-le comme ça. Donnez-lui un morceau de sucre, donnez-lui de l'eau, déshabillez-le, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, avec la technologie, on peut s'impliquer quand même pour lever la situation de crise. C'est vrai que ce n'est pas évident. Reconnaissons que ce n'est pas évident. Et quelquefois, on a besoin de l'appui de ces employés de maison juste pour lever l'urgence, le temps qu'on revienne nous-mêmes nous impliquer. Mais en aucun cas, on ne peut leur laisser la responsabilité parce qu'on leur paye. Et puis, c'est arrivé dans la tranche de leur journée de travail. Alors, ça fait partie du travail. Non, c'est un tort. La dernière chose que je veux dire, c'est que pour le bien-être de l'enfant, surtout quand il est dans une situation de crise comme la maladie,
ça fait du bien qu'il voit papa, Oui. qu'il voit le visage de maman, même s'il n'intervient pas. Si maman est seulement là pour dire que non, mon bébé, ça va aller, ça va aller. Si elle L'enfant envoie... se sent même, oui, Donc, il se sent plutôt que mieux. d'envoyer de l'argent à la nounou qui va Voilà. courir partout, être au chevet de l'enfant, parce que vous êtes au travail, c'est important d'être à ses côtés aussi. Oui, parce qu'elle le fait de façon mécanique. Oui. Elle fait juste son devoir, pendant que le parent, lui, il y met de l'émotion et l'enfant perçoit cette émotion. Il sent qu'il est à côté de quelqu'un qui a son bien-être à cœur, quelqu'un qui va l'arrêter, qui va Oui. le toucher. Cet amour-là, il ressent ça et ça participe aussi de sa guérison. Oui. Donc, que les parents les parents qui soient responsables de ce qu'ils fassent, qui voient jusqu'à quel niveau ils doivent s'impliquer dans le bien-être de leurs enfants et qui se rappellent que le personnel de maison, c'est un personnel d'appui. On les appelle le personnel d'appui. Oui. D'appui veut dire que c'est vous qui faites le gros du travail. Oui. Et ils viennent juste en appui. Ils ne peuvent pas faire le gros du travail. Il y a un proverbe en Douala, pour les gens qui sont originaires du littoral, qui disent que... attendez, je vais retrouver. Bon, ce que ça signifie, c'est pour dire que l'aide ne transpire pas. Oui, Voilà, oui. j'ai dit ça autrement. Oui, L'aide oui, ne oui, transpire oui, pas. oui. Pour dire que la personne qui vous aide, c'est lui qui fait le peu de travail. Mhm. Vous, c'est votre responsabilité, c'est vous qui devez faire le gros du travail. Donc, l'aide ne transpire pas. Mais si on donne toute la responsabilité au personnel de maison, l'aide commence déjà à transpirer et le résultat, ça ne sera plus ça. On a parlé de ces parents qui sont occupés en semaine parce qu'ils ont du boulot, mais il faut aussi penser à ces parents qui, le week-end arrivé, préfèrent aller faire la fête, préfèrent assister aux réunions, préfèrent aller jouer pour les hommes au 2-0, préfèrent, je ne sais pas trop, passer beaucoup de temps avec les amis plutôt que d'être à la maison, et parce qu'on sait toujours que ce personnel d'appui est à la maison et peut faire ce qu'il a à faire comme en semaine. Bon, reconnaissons quand même qu'on ne va pas leur tirer dessus parce que ça fait partie de l'épanouissement de l'être Et humain. les enfants, qu'est-ce Oui, qu'on en bien fait, sûr. Dame Micheline Samé? Bien sûr, j'ai commencé par le commencement. Le parent a besoin de ça. Oui. Il a besoin de ça pour déstresser, pour être en forme, pour bien faire tout ce qu'il a à faire, c'est-à-dire sa vie professionnelle et sa vie familiale aussi. Maintenant que cela est dit, c'est aux parents de réfléchir comment impliquer les enfants dans les activités récréatrices ou alors comment lui être présent. Il y a par exemple des parents qui vont sur les lieux de sport avec les enfants. Oui, oui. Si vous êtes déjà sorti le week-end, le matin, vous allez voir plusieurs personnes qui vont, les hommes qui vont en famille. Ils vont avec monsieur et madame et vous les voyez faire un petit... jogging, oui, voilà. Ils courent un peu là, ils font des activités. C'est plus des moments de cohésion que vraiment du sport. Oui. C'est plus des moments de cohésion. Maintenant, il y a des parents qui peuvent rester à la maison, peut-être le samedi. C'est vrai que dans certaines villes comme Douala, la plupart du temps, samedi, c'est un jour ouvrable jusqu'à midi. Mais l'après-midi, ils peuvent organiser des choses avec les enfants. Mais c'est tout à fait normal que les adultes se retrouvent entre eux, qu'ils trouvent un temps pour se retrouver entre eux. Maintenant, il faut quand même sécuriser les enfants. Est-ce que monsieur va aller à l'heure où c'est madame qui est à la maison? Est-ce que lorsque madame va aller, c'est à l'heure où monsieur est à la maison? Est-ce que c'est le genre d'activité où madame peut carrément amener les enfants? Est-ce que plutôt ses copines ne peuvent pas venir à la maison? Donc, il y a toujours un moyen de sécuriser les enfants, mais c'est tout à fait normal que les adultes déstressent parce que ça leur permet de mieux gérer leurs multiples responsabilités. Ce n'est vraiment pas évident et ils ont le droit de se détendre, mais pas au détriment des enfants. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens de contourner. Il y a des centres de loisirs. Aujourd'hui, il y a des centres de loisirs pour les enfants. Il y a des centres assez sécurisés où vous pouvez laisser votre enfant pour 2 heures. Vous payez certaines activités. Est-ce la piscine? Est-ce la musique? Est-ce le sport? Vous pouvez payer et il y a un personnel qui est là pour veiller à ce que les enfants s'épanouissent et dans la sécurité. On vit quand même une vie moderne. Donc, les parents ouvrent leur esprit pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est adaptable à leur budget, à leurs besoins. Et finalement, on réussit à vivre une vie où les enfants voient quand même leurs parents et les parents s'épanouissent aussi. Parce que c'était surtout ça la grande inquiétude, la grosse inquiétude d'avoir des enfants qui peuvent enfin passer un moment avec leurs parents. Est-ce que le parent qui paye pour que son enfant passe peut-être du temps au manège, loin de lui, cela peut avoir la même valeur que d'organiser une causerie à la maison, d'éduquer les enfants sur certains phénomènes, certains fléaux? Est-ce qu'on doit transiger avec ce type de choses, Non, Dame pas du tout. Micheline Samé? Pas du tout.
pas du tout. On ne peut pas transiger là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que si les parents savent s'organiser, ils réussiront toujours à trouver un moment. Exemple, lorsque le parent rentre du travail, peut-être les enfants sont rentrés avant, c'est le cas qui les a amenés. Oui. La nounou est là jusqu'à ce que le père ou la mère rentre. Quand le père ou la mère arrive, la nounou part. Maintenant, c'est lui qui reste avec les enfants. Oui. À ce moment-là, les enfants sont fatigués, ils ont passé la journée à l'école, peut-être on les a lavés, ils ont mangé, ils sont allés se coucher. Mais lorsqu'ils se réveillent en fin d'après-midi, le parent est là. Donc, c'est aux parents de veiller à passer un moment de qualité avec l'enfant parce que en termes de quantité, ce ne sera pas beaucoup. Oui. À un moment, ils seront bien obligés de partir, l'enfant sera bien obligé d'aller se coucher, ainsi de suite. Donc, le temps que le parent passe avec l'enfant doit être un temps de qualité et non de quantité. Oui. Ça veut dire qu'il va déposer le téléphone, les femmes, elles vont laisser d'abord WhatsApp, elles vont laisser les séries télévisées pour échanger avec l'enfant sur tout et rien. Et le conseil que je donne souvent, et ce conseil, vous allez le retrouver dans mon livre « Adolescent incontrôlable ». Lorsque vous parlez avec votre enfant, s'il vous plaît, regardez-le dans les yeux. Oui. Regardez-le vraiment dans les yeux, le noir de l'œil, là, regardez ça. Oui. Lorsque vous allez regarder dans ses yeux, vous allez ressentir ses émotions. C'est comme si vous vous connectez émotionnellement à l'enfant. Oui. Et vous allez voir, est-ce qu'il a un regard fuyant? Est-ce qu'il a les yeux larmoyants? Est-ce qu'il a les yeux rouges? Est-ce qu'il ouvre anormalement les yeux? C'est comme s'il s'approche vers vous? Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez avoir quand vous regardez dans les yeux de votre enfant. Et ça demande que vous ne soyez pas en train de penser à ce qui s'est passé au bureau, avec les problèmes de famille, la belle-mère, l'argent qui ne suffit pas et tout ça. Oui. Lorsque vous êtes en fait avec votre enfant, montrez à l'enfant que vous êtes là pour lui. Soyez disponible pour lui et vous allez vous rendre compte que c'est des moments de qualité. Il y a des enfants qui ne veulent même plus que ça s'arrête. À chaque fois quand tu veux partir, tu dis que attends. Oui. Et puis il y a même attends, oui. mais pourquoi attends d'abord. Donc lui-même aimerait que ça dure le plus longtemps possible. Oui. Mais lorsque vous partez, l'enfant est rassuré parce qu'il sait que demain après-midi, je vais rester avec maman. Oui. Autre chose, lorsque vous allez par exemple faire des courses, allez avec l'enfant. Tenez votre enfant, allez, si c'est au marché, allez au marché avec l'enfant. Ça lui permet de voir déjà le prix des choses. Ça lui permet de voir comment est-ce qu'on fait pour acheter la nourriture. Ça lui montre même comment on marchande. Oui. Quand la commerçante dit que c'est 1000 francs, vous dites non, ouais, assaut. Est-ce que tu peux pas prendre 800? L'enfant voit comment on apprend à marchander. Et puis, c'est toujours une école de vie. Oui. Donc, c'est aux parents d'être inventifs pour créer des occasions de rester le plus possible avec son enfant parce que dans la semaine, ce ne sera pas possible. Oui. Y a-t-il des âges pour lesquels l'éducation des personnels de maison et répétiteurs peuvent être tolérés? Est-ce que pour des enfants qui sont encore bébés jusqu'à un certain âge, ça peut passer? Ce qui est certain, c'est que plus l'enfant est bébé, plus l'enfant est petit. Plus Oui. l'enfant est petit, plus il a besoin de son père et de sa mère. Il a besoin de sentir la chaleur de son père et sa mère. Ça, c'est le principe. Maintenant, à quel âge? Ce n'est pas en termes d'âge, mais c'est en termes de niveau de maturité. Oui. Jusqu'à quel niveau l'enfant est capable de rester longtemps sans son père? Moi, je connais des enfants de 2-3 ans qui, à un certain moment, refusent de manger. Oui. Donc, lorsqu'il arrive, il commence à s'amuser, il tourne un peu là, il dit « Où est maman ?» Bon, on l'embrouille avec les choses là, il joue. Mais il dit « Mais où est maman depuis là? Où est maman ?» Il commence à regarder, mais à un moment, il ne veut plus rien. Il ne veut vraiment plus rien. Il se met à pleurer, il dit que « Où est maman? Où est maman? Où est maman ?» Ça devient... Mais finalement, on est obligé de donner le téléphone à maman, qu'elle lui parle pour dire « Non, mon bébé, j'arrive, ainsi de suite. Quand il attend la voix de sa mère, c'est là qu'il se calme. Donc, ce n'est pas en termes d'âge. Il faut que le parent sache quel est le niveau d'attachement affectif que l'enfant a par rapport à lui et quelle est la blessure que ça va causer parce que c'est une sorte de déchirure que sa mère ne soit pas là, qui est une autre maman. Oui, on dit qu'on appelle la maman Marie. D'accord, il y a maman dans Marie, mais lui-même il sait que ce n'est pas sa mère et ça va plutôt créer un traumatisme. Donc que les parents ne soient pas pressés de confier leurs enfants à d'autres personnes. Non pas que ces personnes soient mauvaises ou qu'elles soient mal intentionnées, mais l'enfant a encore besoin de l'affection des parents pour se bâtir. Donc, il faut que ça arrive le plus tard possible et que les enfants restent avec le personnel de maison le moins possible. Ça veut dire que autant que faire se peut, il y a des parents, par exemple, lorsque vous avez la pause, chère dame ou cher monsieur, demandez qu'on mette l'appel vidéo. Faites un appel vidéo. Quand vous montrez la maison, et je connais des gens qui le font, il dit que va à la cuisine, tourne la cuisine, montre tel endroit, je t'avais dit de nettoyer là, est-ce que tu as nettoyé? Va un peu dans la chambre de l'enfant. Il en profite pour dire que montre-moi l'enfant. Parce que quand on dit l'enfant est où il dort,
d'accord, il dort, mais montre-moi l'enfant qui dort. Lorsque la ménagère, même ou le personnel de maison, sait qu'on va, entre guillemets, la contrôler, elle se tient en carreau. Oui. Donc, l'enfant même est rassuré lorsqu'on dit, voici maman, fais baba à maman, fais baba à maman. Donc, ça fait que l'enfant sait que maman n'est pas là, mais elle est là. Oui. Ou alors, papa n'est pas là, mais il est quand même là. Donc, c'est aux parents d'être inventifs pour créer des situations dans lesquelles l'enfant va sentir quand même sa présence et sera rassuré. Est-ce que c'est valable pour les enfants, les adolescents, parce qu'on sait qu'avec la phase de la puberté, qui est une période délicate, les personnes n'ayant aucune appartenance à la famille, est-ce qu'elles peuvent exercer cette autorité-là sur les enfants, leur donner les conseils dont ils ont besoin, les encadrer, par exemple, pour ces filles qui vont avoir leurs premières règles? Est-ce qu'on les prépare? Est-ce que c'est un exercice ou alors une responsabilité qu'on doit abandonner à la nounou, parce qu'il y a des parents qui, quand ça arrive, ils ne sont pas au courant, ils sont très occupés à travailler entre deux avions, ils sont en mission et peut-être c'est la nounou qui se retrouve en train de dire à la jeune fille qui a découvert un de ses matins que les menstrues sont là, comment est-ce qu'elle doit procéder? Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que de fait, on se retrouve en train de confier beaucoup de responsabilités au personnel de maison, comme on l'a dit, qui quelquefois, ils ne sont pas préparés pour ça. Et même s'ils sont préparés pour ça, ils ne sont pas payés pour ça. Oui. C'est pas pour ça qu'ils sont là. Donc, quelquefois, ça arrive. Mais il faut dire quand même qu'effectivement, à l'adolescence, c'est le moment où l'enfant s'affirme. Oui. C'est le moment où il s'affirme, que ce soit en bien ou en mal. On a déjà dit, ceux qui vont lire le livre vont mieux comprendre. L'adolescence, c'est une période hybride, une période transitoire où l'enfant n'est plus un enfant, mais en même temps, il n'est pas un adulte. Oui. Il est dans une période transitoire. La particularité de cette période, c'est qu'il tend vers le côté adulte. Donc, il essaye de s'approprier la façon de fonctionner des adultes qu'il voit autour de lui, parmi lesquels l'affirmation de soi. Donc, lorsqu'on va lui dire « va vider la poubelle », lui, il trouve que c'est l'infantiliser. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de vider la poubelle? Est-ce que c'est à lui de vider la poubelle? Toi, on te paye, pourquoi tu ne vides pas la poubelle? Donc, ce genre de choses, ça va commencer à arriver. Il va se rebeller contre tout ce qui sont autour de lui pour se prouver à lui-même qu'il est déjà un adulte. Effectivement, il n'est pas un adulte, mais il va se rebeller. Et de ce point de vue, c'est difficile d'instaurer la discipline. Parce que dans la maison, peut-être chacun avait son travail à faire, mais lui, il refuse de faire son travail parce que ce n'est pas le moment qui lui plaît. C'est le moment qui plaît à la nounou et il trouve que tu n'as rien à me dire. C'est pas toi ma mère, pourquoi je dois faire ça quand tu veux, je vais faire quand moi je veux. Donc, ça devient effectivement compliqué. Et là, c'est le parent qui doit être assez informé, assez formé pour préparer la nounou à ce qu'il pourra arriver que l'enfant se rebelle. Et lorsque l'enfant va se rebeller, il faudra le prendre de côté, ne le prendre pas frontalement pour faire un peu comme un rapport de force. Ce n'est pas le but. Et de l'autre côté, il faudra dire à l'enfant que dans la maison, c'est un peu comme une équipe. Chacun a son rôle à jouer et c'est lorsque tout le monde joue son rôle que la maison marche bien. Donc, lorsqu'on te demande de vider la poubelle, tu n'as pas remarqué que de l'autre côté, l'autre personne fait aussi la lessive. De l'autre côté, voici aussi quelqu'un qui est en train de faire la vaisselle. Chacun fait quelque chose et c'est lorsque tout ça est fait que la maison se porte bien. Donc, lorsque toi, tu ne fais pas ton travail, au moment où ça doit être fait, ça fragilise tout le reste de ceux qui ont travaillé. Donc, vous avez compris qu'il faut savoir parler avec l'enfant. Et là, je suis en plein dans la suggestion de la méthode Spread. Là, il faut savoir parler à l'enfant pour le préparer à comprendre que lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour l'infantiliser, c'est pour que tout aille bien et que lui-même soit aussi à l'aise. De l'autre côté, il faut aussi préparer la nounou avec la montée de testostérone, si c'est ou un garçon d'oestrogène qui commence à prendre la nounou comme son égal, peut-être elle commence aussi à avoir une petite poitrine, elle trouve que toi tu es une femme comme moi, qu'est-ce que tu as à me dire? Il faut préparer donc la nounou à ça, parce que justement lorsqu'elle n'est pas préparée, elle trouve que c'est un manque de respect. Tout à fait. Et chez nous en Afrique, et qu'on la méprise parce qu'elle est nounou, tout à fait. Ou ménagère. Voilà, c'est ça, nous sommes assez sensibles au respect encore en Afrique. Du coup, elle trouve ça comme un scandale qu'elle parle, l'enfant lui répond, soit elle a envie de taper, elle ne peut pas taper, soit la nounou même commence à être frustrée un jour, elle dit que non, elle ne peut pas continuer de travailler dans cette condition. Donc, c'est aux parents d'être formés là-dessus, de préparer son enfant, de préparer les adolescents, son adolescent pour que la transition se passe bien. Avant de parler, de revenir sur l'ouvrage Adolescent incontrôlable, il faut dire que de nombreux parents continuent de croire que la méthode pédagogique ne marche pas forcément avec les enfants,
qu'à une certaine époque, c'est avec le bâton qu'on faisait marcher les choses et qu'aujourd'hui, donner la possibilité, ouvrir la porte au dialogue aux enfants, c'est un tout petit peu leur donner du pouvoir. Et pourtant, le parent, c'est l'autorité, il doit dire et l'enfant doit s'exécuter. Oui, mais avant même ça, il faut savoir que l'autorité du parent structure l'enfant. Ça veut dire que lorsque l'enfant est en train de grandir, il est un peu comme, je vais dire, dans la piscine. Il y a l'eau de tous les côtés. C'est lorsqu'il y a quelqu'un qui dit, bon, maintenant, on va nager pour aller à gauche, qui sait même de quel côté orienter ses efforts. Donc, l'autorité du parent, la discipline des parents structure l'enfant pour que lui-même, il sache par où il faut aller. Donc, lorsqu'on laisse à l'enfant de faire comme il veut, quand il veut, lui-même est gêné parce que justement, il n'y a rien qui lui donne des repères. Faut-il aller à gauche, à droite? Il n'en sait rien. La personne qui devait lui dire s'il faut aller à gauche ou à droite, c'est cette personne qui est la première à lui demander que toi, tu penses qu'il faut aller à gauche ou à droite. Il ne sait pas qu'est-ce qui est à gauche. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend à droite. Pourquoi aller à gauche, à droite? Donc, en fait, il est embarrassé. Donc, c'est pour dire que c'est la responsabilité du parent de poser le cadre et d'orienter l'enfant dans ce couloir. Le cadre qu'il va poser va être une sorte de balise pour orienter l'enfant dans une certaine voie. Maintenant, il faut dire aussi que l'éducation d'un enfant, c'est son autonomisation. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, au fur et à mesure, vous allez le laisser devenir lui-même. C'est de ça qu'on parle dans D, la dépression de la méthode Spread. L'enfant va commencer à donner ses goûts, affirmer ses goûts, et vous allez petit à petit le laisser devenir lui-même une personne. Mais il faut quelqu'un qui ait posé les bases, qui soit les fondations d'abord, pour qu'il ait un choix éclairé. Donc oui, de ce point de vue, il faut absolument que les parents soient formés. Oui. Et vraiment, les parents qui pensent que laisser l'enfant faire comme il veut, parce que c'est le modernisme, en réalité, ça ne les aide pas. Et les parents qui sont très exigeants, qui ne donnent pas une certaine marge de manœuvre à leurs enfants, leur disent que ici chez moi, tu n'as rien à dire, tu attends le jour où tu seras chez toi pour faire ce que tu vas faire, mais pendant que tu es chez moi, tu fais ce que je te demande de faire. Voilà, c'est un tort. Tout à l'heure, on parlait du foin et je riais aussi parce que il y a une partie du livre, parce qu'il y a beaucoup de storytelling dans le livre. Je prends beaucoup d'exemples sur moi et avec mes enfants. Je prends un exemple où je dis à mon enfant que je vais te fouetter. Oui. Et c'est une histoire réelle. Je dis à mon enfant, je vais te fouetter. Il dit que maman, je n'en suis pas sûre. Je dis, quoi? Il dit que je n'en suis pas sûre. Tu ne peux pas me fouetter. Effectivement, il était adolescent, mais il devenait un grand adolescent. Il était tout grand comme ça. Il ne dépasse en taille. Oui. Il est déjà tout long là-bas. Et puis, je l'ai regardé comme ça. Moi, je me dis, mais est-ce que sincèrement, là, je peux même vraiment le fouetter? Donc, pour dire que, oui, avant, les enfants étaient sensibles à la chicotte. Moi, lorsque j'étais enfant, j'étais sensible même au regard de mes parents. Ça veut dire que lorsque ma mère me regardait d'une façon, moi-même, je sentais qu'ici, là, il faut que je me calme parce que bientôt, là, c'est une gifle qui va partir. Donc, voilà qui dit à mon enfant que je vais te fouetter. Non seulement il ne fuit pas, il n'a même pas peur. Il me regarde droit dans les yeux pour dire que maman, je n'en suis même pas sûre. Et vous abandonnez? Donc, pour dire que, bon, c'est pour ceux qui ne sont pas éduqués. Lorsque vous allez lire le livre Adolescent incontrôlable, vous n'allez pas fuir et vos adolescents ne seront plus incontrôlables. Ce que je veux juste dire, c'est que le parent doit s'adapter au genre d'enfant qu'il a. L'erreur qu'on commet, c'est que comme nos parents nous ont éduqués à la chicotte, disons ça comme ça, on a tendance à vouloir éduquer nos enfants à la chicotte. Il y a certains enfants, aujourd'hui, si vous les tapez, mais ils tombent évanouis. Oui. Parce qu'ils parlent, la bouche parle, mais son corps n'est pas assez dur autant que le nôtre était. Donc, il ne supporte pas les violences physiques. Mais plutôt, vous pouvez l'amener à faire quelque chose juste en sachant parler. Donc, la dernière chose que je veux dire là-dessus pour sortir, c'est que le parent doit s'adapter au genre d'enfant qu'il a. Il doit pouvoir observer pour voir l'enfant s'il est sensible à quoi et appuyer tout doucement là-bas pour l'amener à faire ce que vous voulez faire. Si vous faites juste le copier-coller de la façon que vos parents ont utilisée pour vous éduquer, mais ce n'est pas le même genre d'enfant. Et ce n'est pas le même contexte. Voilà, ça fait qu'il y a des enfants, vous les fouettez, ils fuguent. Oui, bien sûr. Carrément, ils ne reviennent plus, ils disent que non, là-bas, on va me tuer. Chez nous, là, quand on te fouettait, tu pleurais, mais c'est dans la chambre que tu allais pleurer. Ça veut dire que tu entrais encore dans la maison. Mais aujourd'hui, c'est vous qui allez encore mettre partout, enfant perdu, si vous le retrouvez. Parce qu'aujourd'hui, vous fouettez l'enfant, mais lui, il fuit seulement. Certains ne fuient pas, ils tombent évanouis. C'est encore vous qui l'amenez à l'hôpital. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les parents doivent s'adapter au genre d'enfant. Non pas qu'il faut être permissif, parce que j'en parle aussi dans le livre. Non pas qu'il faut être permissif, lui laisser faire tout ce qu'il veut, mais savoir l'observer pour savoir à quoi il est sensible. Et c'est là-dessus que vous allez appuyer.
Vous avez donc rédigé le livre Adolescent incontrôlable, la puissance de la méthode Spread. L'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire. Micheline Samé, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, préfacé par le professeur Olivier Thierry Sosomaï, et vous comptez faire organiser la cérémonie de dédicace de cet ouvrage. Oui, ce sera le 16 novembre à Douala, à l'hôtel Alvis, sans publicité. C'est à la montée d'Aïdo en allant vers l'école publique. C'est une cérémonie dédicace que nous avons voulu en termes de masterclass. Parce qu'au-delà du livre, nous voulons former les parents. Oui. Ce livre fait la part belle à la discipline, en fait. Oui. Il s'agit de la partie discipline. L'éducation de l'enfant, ce n'est pas que la discipline. Mais ce livre est spécialement orienté côté discipline. Ça signifie qu'il y a d'autres livres qui viennent, vous avez déjà compris. Donc, tous ceux qui seront là, il y aura une pédopsychiatre qui va montrer comment est-ce que communiquer avec l'enfant peut l'amener à atteindre des résultats. Oui. Il y a un psychologue qui sera là, qui va montrer à ceux qui seront présents comment la discipline peut amener à bien éduquer l'enfant, enlever l'enfant qui ne soit pas adolescent incontrôlable. Et moi-même, je vais démontrer comment, dans ce livre, la communication dont on parle et la discipline peuvent se décliner sur votre enfant. Donc, en fait, ça, c'est la trame générale de ce qui va se passer à la cérémonie dédicace. Et j'invite vraiment les personnes qui peuvent à être là ce jour, parce que vous aurez non seulement l'autrice, évidemment, vous aurez l'autrice dont vous pourrez poser des questions avec votre livre qu'on va dédicacer, mais les autres spécialistes qui sont là, vous pouvez poser des questions pour personnaliser l'enseignement. Parce que lorsqu'on fait une conférence, c'est en réalité une éducation de masse. Oui. C'est une éducation large publique. Mais les êtres humains étant spéciaux, tous les enfants n'ayant pas les mêmes soucis, vous avez la possibilité d'avoir des personnes ressources, des spécialistes qui peuvent vous expliquer comment vous pouvez utiliser ce livre pour que vos enfants, à vous, ne soient pas des adolescents incontrôlables. Et mieux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour enlever vos enfants qui s'étaient déjà enfoncés dans les contre-valeurs? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les enlever? C'est vraiment l'occasion pour avoir un accompagnement personnalisé. C'est possible pour des enfants qui sont devenus accros à la consommation de la drogue de les récupérer, par exemple? Bien sûr. Ceux qui ont abandonné l'école, ceux qui aujourd'hui, pour les femmes, ont fugué, sont retrouvés... Tout à fait. Oui. Donc, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. On en connaît tous les jours. C'est pour ça que nous sommes là, justement, pour partager ces expériences avec d'autres parents. J'avoue quand même que ce n'est pas évident parce que la drogue, c'est une addiction. Oui. Donc, ce n'est pas évident. Il faut travailler sur le côté psychologique. C'est pour ça qu'on a des psychologues, des pédiatres. Quelquefois, pour certains, il faut même des médecins parce qu'il faut utiliser des comprimés et autres. Oui, bon, c'est pas toujours ça. Mais il faut travailler même sur le parent. Il faut travailler sur l'environnement de l'enfant. C'est un tout, mais ce qui est sûr, c'est que oui, on réussit à récupérer des enfants. Notamment, l'une des astuces qu'on utilise, c'est leur donner un centre d'intérêt. Oui. Lorsque l'enfant ne fait rien, il tourne au milieu des gens, il fume, il se drogue, il mange, il dort, il fait rien de sa vie. Lorsque vous réussissez à semer en lui un objectif qui fait que ça commence il se réveille pour ça. Il pense à ça, il faut qu'il progresse, il faut qu'il atteigne. Donc, lorsqu'il commence à être absorbé par autre chose, petit à petit, il commence à se détacher d'autre chose. Oui. Bon, c'est dit comme ça à la radio, c'est pas évident, il y a tout un processus, mais c'est pour dire que oui, on réussit à rattraper des personnes. C'est pour ça que le titre du livre, c'est « Adolescent incontrôlable ». Oui. Vous rappelez la date, le 16 novembre 16 novembre 2024, de 15 à 18 heures, à l'hôtel Alvis. Ceux qui ne savent pas où c'est, vous googlez. Maintenant, c'est un nouveau mot qui est apparu. Tout ce qu'on ne sait pas, on va demander à Google l'hôtel Alvis, ça se trouve où vous allez retrouver. D'accord. Vous avez donc la possibilité de vous y rendre, très chers parents, pour vous former, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'armer de beaucoup de patience, de beaucoup de courage et de beaucoup de détermination pour éduquer les enfants. C'est plus du tout évident pour les parents de s'en sortir dans un contexte comme le nôtre. Surtout que les enfants d'aujourd'hui, c'est eux les responsables de demain. Bien sûr. C'est eux les maris, les femmes de nos enfants, c'est eux les voisins, les collègues. Donc, c'est pour ça que notre devise, c'est si chaque parent éduque bien son enfant,
c'est toute la société qui gagne parce qu'en réalité, nous sommes tous liés. C'est pourquoi Fina Family existe, parce que nous avons bien compris que la modification et les changements de comportement passent par la famille. Si dans chaque famille, chaque enfant est bien éduqué, nous aurons des citoyens complets, nous n'aurons pas de problème, nous aurons des citoyens accomplis. Dame Micheline Samet, vous êtes coach parental, vous êtes également psychologue. Merci d'être venue sur ABK Radio, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de l'émission Fina Family. C'est toujours un plaisir de servir. Il a assuré la mise en onde de ce programme, lui, c'est notre stagiaire Gabriel Ngameni et moi, Sidonie Fika, que j'étais derrière ces micros de présentation. Merci très chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de Fina Family sur la fréquence utile et agréable 89.9 FM. À très bientôt. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale. Inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.